C'est un plaisir de demander à Claude Nial de parler des verrous, s'il en existe, alors total endovasculaire. Claude est un chirurgien, bien sûr, vasculaire. Il est aussi un imaginatif et un grand poète du dispositif. Merci Eric, merci de m'inviter à participer à cette session sur les traitements des pathologies aortiques. Et je voudrais dédier cette présentation à Claude Michabil qui a encadré et accompagné cette évolution de la chirurgie endovasculaire, du moins au sein de mon équipe et à côté, durant ces 25 dernières années. Alors l'histoire a commencé avec des radiologues et des cardiologues qui nous ont appris comment à la fois accéder au réseau artériel et ensuite éventuellement proposer des solutions thérapeutiques en dilatant et en fixant les zones traitées par la mise en place d'endoprothèses. Mais l'application de ces techniques à la chirurgie ne s'est pas faite sans difficulté. Et je vous présente ici le premier cas de reconstruction iliaque par endoprothèse de palmas étagée qui date des années 90 et où les iliaques ont été reconstruits avec des endoprothèses en série entre 3 à 4 de chaque côté. Le deuxième cas est celui d'une recanalisation iliaque, par recanalisation et endoprothèse étagée. Et c'est probablement ce qui nous a incité, pour ces patients qui avaient été contre-indiqués pour un geste de chirurgie conventionnelle dans un centre dit à haut volume, qui nous a amené à utiliser ce type de technique et à essayer de les étendre à la fois à l'étage iliaque et à l'étage fémoral superficiel. Et au début de cette expérience, les résultats paraissaient relativement intéressants, notamment, et nous avions essayé de les présenter, et l'accueil dans le monde chirurgical a été extrêmement frais, puisque la communication a été refusée à la Société de chirurgie vasculaire de langue française en 1991. Et pourtant, commençait à se dessiner ce que l'on a appelé avec Richard Béron et Claude Michabil la chirurgie endovasculaire, et on n'était probablement pas les seuls à raisonner de cette manière, en se demandant quelles pouvaient être les techniques à utiliser pour remplir par voie endonominale le cahier des charges de la chirurgie conventionnelle. Il fallait pour ça résoudre un certain nombre de problèmes, notamment pour des interventions qui devenaient de plus en plus complexes. Et comme vous l'a dit Jean-Pierre Beckmann, l'aménagement de la salle d'opération est devenu une clé. Initialement, la table opératoire était l'élément central de la salle d'opération et bientôt l'arceau et le tube sont devenus incontournables. Et c'est le chirurgien qui a eu à tourner autour de la table et à s'organiser de telle manière qu'il ait, quelle que soit la position et quel que soit le geste de chirurgie vasculaire envisagé, un écran en face de lui avec une image de qualité. C'est la raison pour laquelle on est plus favorable aux petits écrans qu'aux grands, en ce qui nous concerne. Mais ça, c'est une question de détail. Là, le corollaire de tout ça, ça a été une diminution des temps opératoires et surtout une diminution drastique du volume de produits de contraste utilisés durant ces procédures, tout en gardant, dans la mesure où on était en ambiance chirurgicale, la possibilité de convertir, d'ouvrir et d'aller mettre le doigt sur la complication qui n'aurait pas eu de solution endovasculaire. Le deuxième point, ça a été de diminuer les quantités de produits de contraste utilisés et de supprimer ces techniques qui restaient éphémères de dessin de la configuration anatomique sur l'écran, puisque à chaque fois qu'on modifiait la position de l'arceau, on se trouvait avec une nouvelle disposition. Les techniques de fusion d'images, pour ça, ont amené un gain important dans la mesure où l'on peut se dispenser de toutes les opacifications vasculaires de repérage. Enfin, minimiser les pertes de sang, parce qu'à faire de la chirurgie mini-invasive, on oubliait de regarder le champ opératoire, comme le montrent par exemple les résultats de cette série sur des anévrismes de l'aorte sous-rénaux tout à fait simples, où l'auteur s'estime heureux de n'avoir que 10% de patients
qui vont être transfusés. Et lorsque la procédure devient plus complexe, et on entend ici en termes de complexité uniquement l'angulation du collet, un patient sur 3 est transfusé. Il convenait donc de résoudre ces problèmes, et on le voit, ce problème existe puisque Gustavo Oldrich de la Mayo Clinic, dans le dernier ouvrage qui concerne les reconstructions aortiques complexes, propose une installation chirurgicale qui permette la récupération du sang. C'est dire l'importance du développement des systèmes d'accès, des introducteurs multi-accès qui sont parfaitement étanches. Un autre atout est venu améliorer considérablement les choses, c'est l'abord percutané. Et c'est Jacques Blin qui, le premier, a proposé de l'appliquer aux endoprothèses aortiques, et il réalisait même, dès 1997, des procédures endovasculaires en ambulatoire. Il a été là-dessus suivi et avec la série très importante de Zonko Kratcher. Quoi qu'il en soit, ce dispositif de fermeture percutanée qui n'est pas très intuitif pour un chirurgien vasculaire fonctionne parfaitement et permet non seulement, à côté de ces avantages cosmétiques qui sont accessoires, surtout de faciliter le passage iliaque et de minimiser, une fois de plus, les pertes sanguines. Et c'est un élément qui est significatif parce que si on relève les données du PMSI de 2011, on s'aperçoit que 20% des anévrismes traités par laparotomie au niveau de l'aorte sous-rénale ont besoin d'une transfusion sanguine. Quand ils sont traités par voie endovasculaire à l'étage sous-rénal ou thoracique, il n'y en a que 10%. Mais lorsque l'on combine l'abord percutané et les introducteurs à valve active, on s'aperçoit que le taux de transfusion devient inférieur à 1%. Le deuxième aspect du problème a été celui de la définition des endoprothèses et de leur faisabilité. Appliquer effectivement ce principe qui appartient à Nikolai Volodov et à Juan Parodi d'exclure une cavité anévrismale par la mise en place d'un stent graft tubulaire. Et c'est des discussions avec Juan Parodi qu'est née l'idée de développer une endoprothèse bifurquée modulaire qui a évolué et qui est devenue l'endoprothèse Stentor, dont le premier cas clinique a été réalisé en mai 1994 avec Claude Emitabile et Christine Chevron. Il y avait d'autres équipes qui parallèlement développaient ce type de reconstruction, Tim Shooter aux États-Unis et l'école australienne représentée par Geoffrey Wall et Jim May. Mais la véritable question qui s'est posée est celle de la durabilité de ce matériel, puisqu'on a vu apparaître assez rapidement des lésions de défraction liées à la fatigue, à l'usure du matériel au niveau du dacron. Et les compagnies qui se sont intéressées à ce type de développement ont alors mis au point des endoprothèses qui sont avant tout des endoprothèses d'exclusion du sac anévrismal, qui ont une conformation bifurquée, qui peuvent être à fixation suprarénale avec un stent non couvert ou infrarénal, qui peuvent avoir une stabilité assurée par leur appui sur la bifurcation anatomique. Et enfin, les endoprothèses plus récemment développées, qui sont des endoprothèses de stabilisation du sac anévrismal, constituées de 2 stents implantés entre les artères rénales et l'artère hypogastrique, et entourées d'un sac qui va être empli de polymère pour assurer le comblement de la cavité anévrismale. Et du coup, les endoprothèses, du fait de leur qualité, sont devenues plus durables que la maladie anévrismale est stable. Il est clair que la maladie anévrismale est une pathologie dégénérative et qui va s'étendre avec le temps. Elle s'étend aussi bien sous la forme de fuite se marque aussi bien sur la forme de fuite de type 1 ou de migration, ou l'existence de faux anévrismes sur les tubes ou prothèses bifurquées implantées chirurgicalement. Ça fait donc partie de l'histoire naturelle de la maladie anévrismale, et c'est ce que confirment les données de l'étude EVAR 1, qui montre qu'effectivement, à distance, on retrouve des complications liées à l'évolution de cette pathologie anévrismale. Et ces évolutions secondaires sont marquées soit par les réinjections de type 2, c'est-à-dire des réinjections par les artères lombaires, qui peuvent être traitées par embolisation ou prévenues par la mise en place de ces endoprothèses de stabilisation. Mais le véritable problème, c'est l'extension de la maladie anévrismale sur les endoprothèses d'exclusion. Elles peuvent se faire en distalité au niveau des iliaques primitives. Ça, le problème est relativement facile à régler. Il devient plus compliqué quand c'est une extension cœliaque, parce qu'il faut reconstruire les artères viscérales. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé de raisonner un petit peu différemment et de raisonner en fonction du profil évolutif de la maladie anévrismale, en choisissant, en fonction de la nature des collets, une endoprothèse de stabilisation
une endoprothèse de fixation sous-rénale, ou alors une reconstruction de première intention des artères viscérales, et enfin, lorsque c'est un anévrisme qui englobe l'aorte cœliaque, l'utilisation d'endoprothèses thoraciques branchées. La reconstruction artérielle viscérale, elle s'est faite selon deux concepts différents. L'un est l'endoprothèse fenestrée par la constitution d'orifices qui doivent être placés en face des ostia des artères viscérales, ou alors les dispositifs en cheminée, où là, la reconstruction viscérale est assurée par des stents qui sont placés en parallèle de l'endoprothèse aortique. Alors les concepts sont différents. L'endoprothèse fenêtrée se veut être une endoprothèse de reconstruction anatomique et donc dont le montage soit mécaniquement neutre. Par contre, ceci impose que l'endoprothèse soit faite sur mesure ou alors façonnée en salle d'opération lorsqu'il s'agit souvent d'une urgence. Mais en règle générale, elles sont faites sur mesure, il y a donc un certain délai de fabrication. Par ailleurs, il y a des contraintes anatomiques puisque le cathétérisme doit se faire à travers la fenêtre de la prothèse et l'ostium de l'artère viscérale. Les montages dits en cheminée sont de construction beaucoup plus versatile puisqu'on n'a pas de véritables contraintes anatomiques. Par contre, le système n'est pas mécaniquement neutre et il existe des contraintes entre les différents composants de ce montage. D'autre part, la gestion de l'accès est différente. Pour les endoprothèses fenêtrées, l'accès se fait en règle générale par voie fémorale. Les introducteurs sont de grande taille. Il y a donc occlusion artérielle et un risque d'ischémie du membre inférieur avec la possibilité d'une rhabdomyolyse lors de la levée de l'obstacle. A l'inverse, les endoprothèses, les systèmes cheminés sont construits essentiellement par voie axillaire. Il n'y a pas là de risque d'ischémie majeur, mais par contre, du fait des manipulations et des difficultés de progresser au niveau de l'aorte thoracique, on peut se retrouver avec des plicatures, des guides et des introducteurs qui peuvent aboutir à des accidents emboliques cérébraux. Alors, parmi les éléments constitutifs de ces reconstructions viscérales, c'est certainement l'artère rénale et le stent rénal qui posent le plus de problèmes. Il est nécessaire d'avoir des stents qui permettent de déterminer la longueur de pénétration à l'intérieur de l'artère rénale pour éviter de léser cette artère en distalité. Il est important que ces endoprothèses soient couvertes sur les deux faces pour éviter la position de thrombus et enfin que la force radiale du stent soit suffisante pour éviter les plicatures secondaires. Et l'on sait qu'au niveau de l'artère rénale, et particulièrement de l'artère rénale gauche, les contraintes mécaniques sont importantes, comme le montre ici la rupture de cette endoprothèse rénale. La limite technique pour la technique de cheminée est sur la reconstruction de 4 artères viscérales, car les contraintes sont importantes. Il y a des risques de constitution de gouttières et donc de fuite. Et ensuite, la lumière résiduelle du chenel circulant devient considérablement réduite. C'est la raison pour laquelle c'est à ce niveau-là certainement que sont très intéressantes les utilisations des endoprothèses fenêtrées ou des endoprothèses thoraciques branchées. Pour les endoprothèses thoraciques, il n'y a pas de gros problèmes techniques parce qu'il s'agit de l'aorte thoracique descendante, si ce n'est qu'il convient de prévenir le risque d'ischémie médulaire en assurant notamment la sécurité par la confection de pontage carotido-sous-clavier et en conservant les artères hypogastriques, en drainant le liquide céphalo-réchidien et surtout en essayant de programmer des reconstructions séquentielles pour éviter les couvertures étendues. Et l'on peut alors appliquer les montages de type cheminée à ce niveau-là, comme dans cet anévrisme bisous-clavio-aortique en configuration busoria, ou des endoprothèses fenêtrées, comme celle-ci, pour protéger la perméabilité du tronc artériel brachiocéphalique et de la carotide primitive. Et bien entendu, on arrive maintenant à la reconstruction de l'aorte totale, et c'est probablement la génération, je dirais la seconde génération de chirurgiens endovasculaires qui s'attaquent à ce problème, ce que j'appelle la génération critical issue, puisque les techniques qui sont présentées, étudiées et disséquées permettent de reconstruire l'aorte en allant de la valve aortique jusqu'aux axes iliaques. Alors, reste-t-il un verrou? Il reste un verrou, c'est très probablement le secteur 0, là où il va devenir très délicat d'arriver à combiner la reconstruction d'une valve aortique et des artères coronaires associées à une reconstruction du secteur 1.
mais j'ai relativement confiance dans le génie inventif de cette génération critical issue pour résoudre rapidement, ou un jour en tout cas, le problème. Ainsi, quoi qu'il en soit, quasiment 24 ans après ce premier cas européen où avec Claude Amicabil, nous avions encadré par Juan Parodi et Claude Chenoz pour réaliser leur premier cas de Stellgraft européen, on a eu du mal ce jour-là à imaginer que la reconstruction aortique totale serait un jour accessible. Je vous remercie. Merci Claude pour ce voyage. Des questions? Claude, je vais revenir sur la fin. La reconstruction aortique totale, bon, moi j'ai le souvenir d'une prothèse de l'aorte ascendante, on voit le cœur qui bat, plus rien ne bouge en aval. Est-ce qu'il y a eu des travaux là-dessus, sur cette rigidité étendue aortique à la sortie du cœur jusqu'en bas, notamment sur les conséquences sur le travail cardiaque, notamment, ou peut-être une dissection tout à l'origine des sinus coronaires, enfin bref, c'était assez impressionnant, et l'absence d'élasticité que confère en revanche les prothèses aortiques chirurgicales, l'absence d'élasticité me paraît assez inquiétante. Je ne sais pas s'il y a des travaux dessus. C'est-à-dire que la difficulté, c'est que d'abord, les cas cliniques sont quand même relativement peu nombreux. Peu d'équipes sont équipées et ont la possibilité de réaliser ce type d'intervention. Deuxièmement, ce sont des reconstructions qui sont faites de manière séquentielle. Donc probablement, il y a une capacité d'adaptation, comme c'est le cas pour l'ischémie médulaire, probablement il y a une capacité d'adaptation. Et sinon, effectivement, le secteur 1, c'est véritablement le problème. Secteur 1, secteur 0, c'est là où on est encore, à mon avis, balbutiant et où on va très probablement développer des endoprothèses qui vont être non pas spécifiques dans le sens de leur principe, mais spécifiques dans le sens de leur construction pour pouvoir s'adapter à ces situations. Et encore une fois, la reconstruction secteur 1, très proche de 0, c'est pas quelque chose qui est habituel. Oui, merci, Monsieur le Président. Qu'en est-il de l'artère d'Adam-Kélis? Alors, l'artère d'Adam-Kélis, ça reste un mystère. Effectivement, ce qui apparaît à la lumière des expériences endovasculaires, c'est que le risque médulaire est avant tout lié à la longueur de la reconstruction et donc à la longueur de couverture de la aorte thoracique descendante. Et il semble qu'il y ait une différence significative entre les reconstructions allant jusqu'à 20 cm et celles qui vont au-delà. Et ce n'est pas obligatoirement ces reconstructions qui couvrent potentiellement l'artère d'Adam-Kélis. Il est clair que l'exclusion massive des intercostales est le véritable facteur d'ischémie médulaire. C'est la raison pour laquelle, systématiquement, c'est ce qui est prôné généralement, on fait un pontage carotido-sous-permé pour protéger la vascularisation vertébrale, et si la reconstruction est extensive, on protège les artères hypogastriques. Claude, merci d'avoir présenté cette histoire. On a été les deux premiers à Créteil à faire le premier endoprothèse universitaire. En 95, si je me souviens bien. La raison pour laquelle je veux poser une question, c'est parce que là, on a un auditoire qui est probablement introduit dans diverses instances. Et je voudrais rappeler à cette occasion les difficultés qu'on a eues pour faire émerger ces techniques, qui sont maintenant adoptées par tout le monde. Et pour arriver à faire accepter ça, il y a un réel problème, alors je pense que c'est pas qu'en France, mais pour favoriser l'innovation, son développement. L'évaluation, si ça marche, tant mieux, si ça ne marche pas, on arrête. Mais sur les endoprothèses, en gros, il a fallu 15 ans avant que l'ACTAM rembourse les prothèses, et on s'est battu comme des chiens. Ça a été terrible. Ce qu'on voit à la politique actuelle, c'était ça. On a vécu ça, Claude et moi. Donc je voudrais savoir si, Franco, tu as sûrement des idées là-dessus. Comment on peut favoriser ce développement d'innovation, la financer, l'évaluer? Il y a des moyens, il y a qu'à chercher d'autres. D'abord, concernant moi, je pense souvent la France n'est pas trop mal équipée, mais hésite toujours entre la politique de la prévention et de risque et puis l'innovation. Voilà.
Et il y a sûrement un facteur de blocage que j'ai remarqué quand j'ai été longtemps à la DGOS, c'est entre la DGOS et la HAS. Et je me souviens, on en a parlé la fois où tu es venu parler des prothèses fenêtrées, parce que le passage d'une agence à l'autre est très long. Et ça, c'est un frein qui est important. J'ai essayé de faire raccourcir en mettant les gens plus souvent ensemble en contact. Mais c'est vrai que c'est toujours difficile de diffuser une innovation sans avoir vérifié complètement qu'elle était sans risque. Je te remercie d'avoir fait cette remarque parce qu'en fait c'était mon dernier diapo que j'ai supprimé tout à l'heure parce que je dépassais le temps et c'est un véritable problème. Et il faut souligner pour comprendre historiquement ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a que 2 centres universitaires qui ont soutenu les endoprothèses aortiques au début alors que d'autres y étaient farouchement opposés. C'est effectivement le CHU de Créteil avec Didier Mélière et Jean-Pierre Beckmin avec qui on a démarré, et d'autre part le service de Stankoviak à Lille. Et c'était les seuls appuis universitaires qui existaient pour cette technique qui émanait du privé. Oui, à propos de difficulté de l'innovation, Philippe Marc me demande de vous rappeler que quand j'ai proposé à la presse médicale mes 60 premiers cas de cholécystectomie célioscopique, l'article m'a été renvoyé en disant « technique trop dangereuse à surtout ne pas développer ». On n'a pas proposé de vous exclure de votre société savante, comme vous. Je ne faisais pas partie de société savante. C'était fait pour Il y a un commentaire remplacer synthé l'aorte voici niveau 1, c'est s'exposer à tout coup au risque de dissection vers la zone 0. Comment allez-vous régler ce problème? Alors, je ne dis pas comment moi je vais le régler. Ce qui est clair, c'est que maintenant ça devient accessible. Un certain nombre d'équipes sont en train de s'y intéresser. Donc je pense qu'on n'a fait que reculer la frontière. Et un jour ou l'autre, ça va être, ça c'est un problème qui va être réglé. En règle générale, quand on avance à cette vitesse-là, le problème devient soluble. Effectivement, vous avez raison, s'il y a un verrou, pour l'instant, c'est celui-là. Et celui-là, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas le régler. Donc, dernière question. Quelle est la place des radiologues interventionnels? Parce que je suis allé en 2007, j'ai assisté au congrès du Collège des chirurgiens du Canada, et à Montréal, il y avait un problème précis, car la chirurgie vasculaire était en train de disparaître, parce que c'était les radiologues interventionnels qui faisaient tout, et pour résoudre le problème, ils ont fait une discipline commune, radiologie et chirurgie vasculaire. Je dirais que le radiologue chez nous est bienvenu, mais il n'en demeure pas moins que pour avancer en tout cas dans les techniques endovasculaires, il faut qu'il y ait un chirurgien dans la salle parce qu'on peut avancer et progresser et aller en profondeur si on a la possibilité de convertir. Parce qu'il est clair qu'à certains moments, on est à la limite des possibilités endovasculaires et on ne sait pas obligatoirement comment les choses vont tourner. Le fait d'avoir, ne serait-ce que pour le percutané, d'avoir une main chirurgicale pour aller récupérer les 1 ou 2% d'échecs du percutané est une sécurité absolue. Et très probablement, vous avez raison, la profession ou la pratique va évoluer. Tout à fait. La même chose en neurologie, en fait, le geste s'est fait en percutané et la présence de neurologue était, au radiologue, c'est certain, mais la présence neurologale est indispensable.